Ce soir, à rencontre, Noam Chomsky. C'est au MIT, à Boston, qu'enseigne Noam Chomsky. La réputation du professeur Chomsky a débordé les cadres de l'université. Ses livres, traduits aux éditions du Seuil à Paris, ses articles, publiés dans le New York Review of Books, en ont fait un maître à penser de la gauche américaine. Mais il avait auparavant attiré l'attention des milieux intellectuels par ses travaux en linguistique où, là aussi, ses recherches qui vont à contre-courant constituent un apport révolutionnaire. Nous l'avons rencontré à Boston. Monsieur Chomsky, j'aimerais, pour débuter, que vous nous expliquiez comment vous êtes passé de la linguistique à la politique, car vous êtes de plus en plus impliqué dans la lutte contre la guerre aux États-Unis. Pour être plus précis, je suis passé de la linguistique à l'activisme critique en 1965, et même plus tôt, lors de l'escalade rapide de la guerre, des mouvements pour les droits civiques et le reste. Mais en fait, mon intérêt pour la politique est antérieur à mon intérêt pour la linguistique. J'ai été en effet mêlé aux éléments radicaux de la politique anarchiste pendant les années 40, et je suis venu à la linguistique à cause de ce qui se produisait en Bavière. C'est une sorte d'intérêt soutenu, mais en ce qui me concernait, n'a débouché sur l'action directe ou écrite que vers le milieu des années 60. Et vous vous sentez un peu coupable d'être venu à la protestation si tard. Je crois que vous l'avez écrit. Oui, j'y suis venu bien trop tard. J'aurais dû le faire en 1955 ou même en 1950, mais je ne crois pas qu'en fait, c'eût été alors vraiment possible. Mais néanmoins, je crois que c'est alors qu'un mouvement contre la guerre aurait dû se développer, avant cet engagement sérieux des Américains en Indochine. Mais aujourd'hui, vous avez décidé de vous impliquer, de critiquer publiquement l'intervention en Indochine. Vous allez assez loin dans votre critique lorsque vous n'hésitez pas à comparer ce pays à l'Allemagne nazie, par exemple. Vous le faites souvent dans vos articles. Pour être précis, je le compare à l'Allemagne nazie en 1941 ou 1940, c'est-à-dire l'Allemagne nazie d'avant le véritable comportement génocide. Et je crois que la comparaison est juste, non pas dans son comportement interne, mais dans ses relations extérieures. En fait, je trouve que la comparaison est injuste pour l'Allemagne, qui n'avait rien fait de comparable à la guerre du Vietnam au cours des années 30. Mais qu'est-ce qui vous scandalise le plus dans la poursuite de la guerre? Tout d'abord, ce qui me scandalise, c'est le fait même de l'intervention américaine. Ce qui est mauvais avec la guerre, ce n'est pas seulement qu'elle est meurtrière et qu'elle détruit les sociétés vietnamiennes et laotiennes, mais le fait fondamental que les États-Unis n'ont aucun droit pour intervenir dans les affaires internes de notre pays. Ce qui diffère au Vietnam, ce n'est pas seulement l'échec de nos forces armées. C'est tout aussi mauvais lorsqu'elles réussissent dans des douzaines d'autres pays. Elles ont par exemple réussi en Thaïlande, au Siam, il y a 20 ans, mais cela n'a rien rapporté. Le cas du Vietnam est particulièrement mauvais en raison de l'ampleur que l'intervention américaine a dû atteindre pour essayer d'imposer le régime que les États-Unis ont choisi. D'autres sociétés sont parvenues au même résultat à moindre frais. Mais le coût n'est pas le problème. À ce sujet, je suis en désaccord complet avec la plupart des colombes et des critiques libéraux de cette guerre qui s'y opposent, soit à cause de son coût pour les États-Unis, soit à cause de son échec, ou encore en raison de ses conséquences désastreuses pour les populations d'Indochine. Bien que tous ces facteurs entrent en jeu et que toutes leurs critiques soient justes, ils oublient le point essentiel qui est l'illégitimité de l'intervention elle-même. En fait, elle est techniquement illégale. Vous y êtes allé pendant quelques semaines, je crois. Dans certaines régions d'Indochine, oui. Vous avez décrit quelque part l'effet de la présence américaine sur les sociétés vietnamiennes, laotiennes et cambodgiennes.
Une bonne partie découle d'observations directes et le reste d'autres sources. Je suis allé au Laos et au Vietnam du Nord. Bien entendu, au Laos, il est impossible de voir par soi-même les effets des bombardements américains, mais il suffit de parler aux réfugiés et à ceux qui les ont vus. Il est impossible de se rendre dans les zones libérées, sauf en passant par le Vietnam du Nord. J'aurais aimé y aller, mais à l'époque, le voyage était assez long. Il fallait voyager la nuit à cause des bombardements incessants et je n'en avais pas le temps. Il semble que pour vous, démocratie et guerre soient incompatibles. Démocratie et guerre d'agression sont incompatibles, je crois, car au fond, les gens ne sont pas des gangsters et s'ils savent ce qui se passe, s'ils savent que leur pays est impliqué dans une guerre d'agression, ils ne l'accepteront pas. Ce que je veux dire, c'est que la conspiration administrative, la bureaucratie de l'État est bien souvent composée de gens qui sont en fait des gangsters, mais cela n'est pas vrai de l'ensemble de la population. Et c'est pour cela que les conspirations de la haute administration doivent cacher les faits au public. C'est ce qu'ont révélé les dossiers du Pentagone. Le peuple n'est pas aussi pragmatique que ses chefs. Vous ne semblez pas aimer ce mot pragmatique. Le peuple n'est pas aussi cynique, c'est ce que je crois. La population est en général plus honnête. Elle n'a pas l'habitude de se conduire comme une bande de coupe-gorge à l'instar de la haute administration gouvernementale. Mais lorsque vous dites que la gauche est en train de naître en ce pays, de quoi voulez-vous parler exactement? N'est-ce pas un peu naïf de croire qu'une sorte de gauche puisse apparaître en ce moment? Je ne le crois pas. Nous n'assistons pas à la naissance d'une gauche organisée. Il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de mouvement continu. Mais depuis une dizaine d'années, nous constatons un accroissement sensationnel de l'intérêt général envers la critique de gauche et en fait, même envers l'activisme militant. De temps à autre, cette sympathie, qui, je le crois, est en train d'augmenter, entraîne des activités à court terme et aussi des formes d'organisation. Et finalement, tout cela se soudera et aboutira à une sorte de gauche organisée. Je crois que si cette gauche n'est pas réprimée par la force, ce qui est possible, elle sera en fin de compte très efficace, car elle pourra répondre aux problèmes réels de la société américaine, alors que la grande majorité de la population en est incapable. Vous semblez croire que si certains tentaient une révolution à l'heure actuelle, cela aboutirait au fascisme. Je ne crois pas qu'il soit possible d'envisager une révolution jusqu'à ce que la grande majorité de la population, et en particulier ses secteurs productifs, n'y soit non seulement fortement impliquée, mais ait surtout une compréhension profonde de ce que serait une organisation plus démocratique de la société et le reste. Mais ce n'est pas le cas pour le moment. Mais vous-même, vous êtes plus proche de l'indignation morale que de l'action politique. Oui, je crois que c'est exact, mais un peu ambigu. L'indignation morale a créé une situation dans laquelle il est possible de soulever beaucoup de problèmes fondamentaux et de les discuter sérieusement d'une façon qui n'aurait pas été possible il y a 20 ans. N'est-ce pas une attitude faible face à des gens qui se veulent efficaces, comme les dirigeants actuels de votre pays, par exemple? Je ne m'adresse pas à eux et je ne me préoccupe pas beaucoup d'eux. Ce que je crois impossible de discuter en public, c'est la crise fondamentale du capitalisme d'État. Il est possible de formuler une critique du libéralisme de la guerre froide américaine, par exemple. Ce sujet ne pouvait être soulevé sérieusement pendant près de 20 ans lorsque le pays était, pour ainsi dire, dépolitisé. Et depuis la Seconde Guerre mondiale, il n'y a, pour ainsi dire, pas eu de discussion politique aux États-Unis. L'éventail d'opinion était très étroit et très conservateur. Tout ce qui était hors de cet éventail était ridiculisé, même pas ridiculisé, car ça n'avait aucun impact.
Ce n'est plus vrai aujourd'hui. C'est comme ça en toutes sortes de domaines. La révision de l'histoire de la guerre froide, par exemple. Aujourd'hui, les historiens de l'establishment, dont certains ne sont de rien d'autre que des propagandistes de l'État, sont obligés de tenir compte des critiques des révisionnistes. Au besoin, ils les citent tout en les modifiant et en les trahissant. Et évidemment, ils s'en dissocient, ce qui est faux. Prenez Arthur Schlesinger, par exemple. Ils n'agissent pas ainsi parce qu'ils viennent de découvrir de nouveaux faits dans la critique révisionniste. Ces faits étaient connus depuis longtemps. L'opinion publique, elle aussi, a changé. On ne peut plus sortir les imbécilités de la guerre froide devant un auditoire informé. Cela prouve que les choses ont changé, et ce, de plus en plus vite au cours des dernières années. Ainsi, lorsque je retourne dans des villes où j'avais parlé il y a quelques années, je constate moi-même une différence marquée sur le genre de questions qui peuvent être abordées. Il y a 5 ans, par exemple, il était impensable de déclarer que les États-Unis ne devraient peut-être pas bombarder le Nord-Vietnam. Tandis qu'aujourd'hui, on peut discuter de la moralité, de la propriété privée, des moyens de production. Il est vrai qu'il n'y a pas encore d'accord caractérisé par une critique socialiste de l'État capitaliste, mais au moins, on peut en discuter, et cela est très nouveau aux États-Unis. Vous semblez convaincu que la démocratie ne peut pas coexister avec le capitalisme moderne. Ils ne peuvent coexister parce qu'ils sont incompatibles. Le capitalisme demande un contrôle autoritaire des institutions centrales de la société. C'est fondamental et cela signifie qu'en régime capitaliste, et en particulier dans le régime capitaliste centralisé que nous avons, la démocratie se trouve réduite à une marge de décision qui exclut les institutions financières, industrielles et commerciales du pays. Mais néanmoins, je suis heureux que cette marge existe, bien qu'elle soit relativement insignifiante par rapport à l'ensemble des choix et des décisions qui existent dans les mécanismes sociaux et politiques. Le public américain interprète le mouvement étudiant, dans certains cas, comme un genre de protestation contre la bureaucratie. Est-ce votre avis? Je ne dirais pas qu'il y a protestation, non. Mais il y a une sorte de protestation intuitive ou émotive qui implique le refus d'être incorporé dans d'assez grandes institutions dépersonnalisées, soit gouvernementales, soit privées. Et à ce niveau, je crois la critique justifiée. Je ne la dénigre pas, mais je la trouve superficielle. Je ne crois pas que le problème découle de la taille de l'institution, c'est son caractère autoritaire. Et toutes les remarques sur la bureaucratie tendent à oublier ce fait. Étiez-vous un admirateur de Kennedy, comme le sont aujourd'hui certains hommes de gauche? L'avez-vous jamais admiré? Non. Non, j'ai toujours considéré Kennedy comme un désastre. Je pensais qu'il était dangereux. Et habitant à Cambridge, je connaissais bien ceux qui l'amenaient avec lui à Washington. C'étaient des gens dangereux. Je n'avais pas prévu les catastrophes qu'ils susciteraient, mais je m'attendais à quelque chose du genre. Ce sont des gens agressifs, militants, étroits et stupides, à mon avis, et extrêmement arrogants. C'est une très mauvaise combinaison. Quelle serait la tâche principale des peaceniks, comme on les appelle? Reformuler les arguments contre la guerre, comme vous le mentionniez plus tôt? Il y a une tâche bien limitée, évidemment. Il ne s'agit pas seulement de reformuler l'argumentation contre la guerre, de poursuivre cette sorte d'activité militante, suffisamment pour que le gouvernement soit obligé d'arrêter la guerre, ce que je ne crois pas qu'il ait l'intention de faire. Tout cela est très limité. Mais la tâche la plus importante, car si elle n'est pas accomplie, je suis convaincu que la société indo-chinoise sera probablement détruite, peut-être pour toujours. Donc, la seconde tâche, qui est plus importante, consisterait à créer les ferments d'une gauche vraiment vivace et pouvant affecter plus profondément la politique américaine à l'intérieur et à l'étranger.
Après tout, les cercles dirigeants de la société américaine sont eux-mêmes divisés au sujet de la guerre. Des gens comme Clark Clifford et Averell Harriman et d'autres, le New York Times par exemple, représentent des groupes influents qui considèrent que cette guerre n'en vaut pas le prix. En fait, la guerre d'Indochine a été un désastre pour l'impérialisme américain. Je veux dire que les guerres impériales affectent toujours le pouvoir impérial de façon négative. Mais dans le cas de la guerre du Vietnam, c'est l'indépendance du Japon, par exemple, ou l'indépendance économique du marché commun qui sont des facteurs que les dirigeants de l'impérialisme américain ont oubliés. Ils s'attendent à ce que le Japon soit plus soumis et que le marché commun soit une zone réservée à la libre entreprise des corporations américaines. Si cela ne s'est pas produit en ce qui concerne l'indépendance relative et le caractère plutôt compétitif de ces conglomérats économiques, cela est, je crois, en raison des coûts, des dépenses et des échecs considérables que cette guerre entraîne. Il en découle que des impérialistes raisonnables comme Averell Harriman ou Clark Clifford sont opposés à la guerre, et je m'en réjouis. Je suis heureux qu'il soit opposé à la guerre et je crois que le mouvement pour la paix devrait foncer, en fait, prendre la direction du mouvement pendant qu'il a cette sorte d'opposant en face de lui, tout en ne cessant de s'opposer à leurs motifs. Le mouvement pour la paix devrait s'opposer à la politique impérialiste par principe. Il devrait aussi développer une action solide opposée à ce que l'État capitaliste centralisé essaie d'établir pour prendre, bien entendu, des dimensions internationales. Parmi les moyens que les pacifistes, non seulement les pacifistes, mais ceux qui sont opposés à la guerre, devraient utiliser dans ce pays, croyez-vous que la non-violence soit encore un outil adéquat? Je crois que la protestation non violente est le bon outil. Je ne suis pas pacifiste. En fait, je considère le véritable pacifisme comme immoral. S'il est prouvé sans l'ombre d'un doute qu'un acte de violence en évitera un autre encore plus grand, il devient légitime et en fait nécessaire. En n'admettant pas cela, les pacifistes s'enferment dans un dilemme et se trouvent dans une position fondamentalement immorale. Je trouve néanmoins que sur certains points, leurs évaluations tactiques sont exactes, c'est-à-dire que bien que je ne crois pas qu'il existe d'objection de principe à la violence comme telle, lorsqu'elle peut en arrêter ou en prévenir une autre encore plus grande, il me semble qu'en réalité, les alternatives non violentes sont de loin les plus justifiées. Nevertheless, in concrete circumstances, it seems to me that the nonviolent alternatives are far more appropriate. Est-ce encore le cas aux États-Unis? Encore plus que par le passé, parce qu'à l'heure actuelle, le mouvement contre la guerre parle au nom de la très grande majorité de la population, ce qui était loin d'être le cas auparavant. Il ne parlait autrefois que pour un très petit groupe. Ainsi, à Boston, qui peut être considéré comme très colombe, très libéral, la première démonstration contre la guerre qui eut lieu en 1965 sur les Commons, un endroit où tout le monde peut prendre la parole librement, cette démonstration, dis-je, a été dispersée par des étudiants, par des groupes organisés d'étudiants ou de citoyens, et les journaux ont applaudi. Le principal journal de Boston, qui aujourd'hui milite activement contre la guerre, y consacra sa première page et fut, dans l'ensemble, approuvé. On trouvait cela très juste. Cela montre le changement qui s'est opéré au cours des dernières années. Et je crois qu'il est d'autant plus important de mettre au point des techniques efficaces de résistance non violente qui peuvent être militantes de bien des façons, étant donné que le gouvernement est très isolé, et forcé d'appliquer des politiques qu'il ne peut défendre ouvertement. C'est pourquoi je crois qu'il y a maintenant beaucoup de place pour la protestation non violente, y compris la désobéissance civile, qui peut être très efficace. There are lots of new opportunities for nonviolent protest, including civil disobedience, that might be quite effective. Est-il possible que les jeunes ne pensent pas comme vous à cause de la brutalité de la répression? Well, there was a brief moment in the Pendant une brève période de l'évolution des mouvements étudiants américains, un très petit groupe passa
à la violence, la faction Weatherman, dont l'influence, à mon avis, a été très exagérée par les médias d'information et aussi par l'État, qui ainsi espérait supprimer les sentiments croissants d'opposition à la guerre et surtout l'escalade des critiques des institutions américaines. En mettant en relief le caractère aberrant des tactiques des Weathermen, ils y parvinrent pour un temps. Mais je crois que cette phase est terminée. Je crois que le phénomène Weatherman résultait de la désintégration des organisations étudiantes de gauche. Weatherman phenomenon was related to the breakdown of organized left-wing student organizations. The Weathermen, you remember, came to the fore. Si vous vous souvenez, les Weathermen sont apparus juste au moment où le mouvement SDS a été détruit. Ils étaient assez audacieux et candides, et selon moi assez irrationnels. Bien que je les respecte en tant qu'individus, je crois qu'ils sont dans l'erreur. Mais c'est fini. Il n'y a plus d'éléments du mouvement étudiant ou de la gauche américaine qui pratiquent aujourd'hui la violence, y compris les Weathermen qui se sont prononcés contre elle. Vous ne pensez pas que cette sorte de violence aurait pu, de quelque façon, être bénéfique? Non, je ne le crois pas alors, et je ne le crois pas non plus aujourd'hui. En fait, l'expérience nous montre le contraire. La plupart de leurs gestes furent, à mon avis, illégitimes par nature et néfastes par leurs conséquences. Mais tout cela ne veut pas dire que vous ne soyez pas un militant actif. Il vous faut descendre dans la rue pour manifester, même si vous le faites avec réticence. Je crois par exemple qu'il y a des choses plus agréables à faire que de se quereller avec la police, de respirer des gaz lacrymogènes ou de recevoir des coups de matraque et le reste. Mais il me semble que c'est nécessaire. En fait, je crois que l'on peut envisager la publication des dossiers du Pentagone comme une forme de résistance non violente. Et j'ai l'impression qu'elle entraînera la condamnation et l'emprisonnement d'un bon nombre. Mais c'était certainement la chose à faire. Voilà une forme d'action non violente nécessaire contre la conspiration belliqueuse qui se continue toujours. Nous avons parlé des moyens que les opposants à la guerre pouvaient utiliser. Allons plus loin. Vous acceptez d'être dépeint comme un anarchiste. Pour vous, qu'est-ce que cela signifie? J'ai l'impression que le terme anarchisme recouvre un large éventail de positions mutuellement contradictoires, et les versions de l'anarchisme qui me convainquent et m'attirent sont celles de la tradition anarcho-syndicaliste et qui découlent de l'histoire du syndicalisme. Elles sont très différentes des autres et présentent, selon moi, une alternative intelligente au concept d'organisation d'une société industrielle moderne basée sur la libre association des producteurs, sur des réseaux d'organismes communautaires, d'associations libres et volontaires qui contrôlent démocratiquement tous les aspects de la vie sociale et qui, de ce fait, exigent un très haut degré d'intégration. All aspects of social life, and of course would have various higher degrees of integration. It's in this respect that the anarcho-syndicalists were. Les syndicalistes anarchiques sont bien entendu très différents de l'anarchiste individuel qui n'indique pas la sorte d'organisation sociale qu'il souhaiterait. Il semble croire qu'il ne devrait y en avoir aucune. Les syndicalistes anarchiques sont très différents à ce point de vue. Ils ont réfléchi sérieusement au problème de l'organisation d'une société complexe et offrent une solution que je crois très valable. Sur ce point, ils ne sont pas les seuls. Je crois que le syndicalisme corporatif de Cole ou les divers anarchismes développés par des gens comme Bertrand Russell, pour n'en mentionner qu'un seul, m'intéressent. Ce sont des avenues de réflexion qui me semblent très prometteuses, mais qui ont, pour ainsi dire, disparu depuis une cinquantaine d'années. Move towards the right of state capitalist society in the past 50 years.
but I think that now it's beginning once again to reemerge. C'est ainsi que l'on a assisté au cours des 50 dernières années à un glissement général vers la droite de la société capitaliste. Revolutionary periods or periods of crisis because of its Mais ce socialisme semble vouloir réapparaître de nouveau. Je crois qu'il réapparaît presque spontanément en période révolutionnaire. En raison de son à-propos et de son évidence, il ne peut être réinventé et réinventé sans une tradition suivie. Il n'a pas eu de tradition suivie. Elle a été étouffée par les historiens qui n'en parlent jamais. one finds spontaneously. Il réapparaît néanmoins en Tchécoslovaquie, en France, en mai 68, avec le mouvement contre la guerre américaine. Partout où il existe un ferment révolutionnaire, vous voyez naître spontanément des conseils d'ouvriers, des communes et le reste. Les historiens et les politicologues sérieux disent que ce genre de société n'a aucun avenir. Fundamentally opposed to democratic principles. Bien entendu, lorsqu'ils sont fondamentalement opposés aux principes démocratiques, ils espèrent que ce soit le cas. Je ne peux concevoir le raisonnement. Appropriateness of anarchism. Vous voyez, lorsqu'un analyste politique sérieux se prononce contre le bien fondé de l'anarchisme, Which really can't survive. je crois qu'il parle généralement de l'anarchiste individuel qui, lui, ne peut survivre, c'est évident. Capitalist anarchism. Ainsi, il existe un mythe curieux aux États-Unis sur l'anarchisme de gauche, l'anarchisme capitaliste, qui insiste sur la destruction de l'État, mais laisse le capital privé libre d'augmenter sa puissance. C'est là une description d'une forme d'autocratie qui fait paraître Gengis Khan assez libérale par comparaison. Pourtant, on appelle cela de l'anarchisme. Comme dernière question, je voudrais vous demander le rôle que vous envisageriez pour les chrétiens. Quelle contribution les religions peuvent-elles apporter aux États-Unis dans ce mouvement contre la guerre? Je trouve qu'il y a eu d'intéressants développements aux États-Unis au sein des catholiques radicaux et de nombreux groupements de protestants. Il y a là une remise en question de la nature même de la religion contemporaine. Rethinking of the nature of contemporary religion, turning away from On s'éloigne de la pratique religieuse, l'autorité et le contrôle ont moins de pouvoir, et l'on met l'accent davantage sur le caractère, en fait, souvent révolutionnaire, des religions occidentales, dans les domaines de la dignité de la personne humaine et de la préservation des droits de l'homme et le reste. sense of the dignity of the individual and the need to preserve his human rights and so on. That could be a very healthy development. Je crois que ce développement pourrait être très sain et j'ai été particulièrement impressionné par le phénomène radical catholique. Je pense qu'il doit nous faire espérer pour l'avenir.